Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Où que vous soyez, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Notre librairie dédiée aux cultures LGBTQI+, les mots à la bouche, devient une coopérative et a besoin de nous tous. Alors tout à l'heure, en fin d'émission, nous aurons Nicolas Van Stock qui nous dira tout sur ces changements et on sera vraiment à l'écoute. Depuis Montréal, tout à l'heure, nous retrouvons Denis Martin Chabot dans Planète Arc-en-Ciel. Il sera question de genre. Art pour Yel avec Annabelle Guiraud. Nous recevons une invitée. Salut Annabelle, comment ça va ? Bonsoir à toutes et tous. Et oui, aujourd'hui, on reçoit une invitée. C'est Amélie Boutet pour son projet solo Lendemain vers Saint-Thé. Ça va être passionnant tout à l'heure par téléphone. Un gars, une fille, vous aurez deviné. Bien sûr, aux manettes avec Amy Aguirre et Nathan Hilero. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Salut Amy. Bonsoir Brahim. Homo Micro, l'invité du jour. Par téléphone, alors, nous sommes avec le scénariste Vincent Robert qui vient de publier aux éditions Le Lys Bleu, L'île aux deux pans. Un très touchant récit d'une adoption homoparentale. Bonsoir Vincent, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vous en prie. C'est vraiment sympathique de très vite avoir réagi. Alors avant que tu répondes à nos questions, on va demander à Éric Garnier, qui a lu le livre et qui va faire une synthèse de tout ça. Oui, alors, on peut dire que bonsoir Vincent, j'ai beaucoup aimé ton livre et je vais essayer de dire pourquoi. Alors, on peut dire que c'est un journal de l'impossible qui est devenu réalité et il a fallu pour ça 7 ans, 2013-2020, pour que ton mari, Marc et toi, en route vers la quarantaine, je crois, à ce moment-là, deveniez les deux pères d'un tout jeune garçon qui s'appelle toujours Pascal. Oui. Alors c'est un désir de paternité qui remonte à assez loin et dont il faudra un peu convaincre celui qui n'était que ton futur mari, car les couples, peut-être les couples homosexuels plus que les couples hétéros, quoique, sont pas toujours au même niveau de volonté, de désir. Entre autres, pour l'adoption, l'un a plus envie que l'autre. Parfois, il faut arriver à convaincre son partenaire de l'irrépressibilité de ce désir. Alors, ce journal, donc daté dans l'ordre chronologique, relate les démarches à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, du Pas-de-Calais. Oui. La première rencontre, les attentes, les craintes, les impatiences, devant, entre autres, la lenteur de la procédure, également les réactions de la psychologue, voilà. Et l'angoisse monte, le doute, la peur, tout un éventail qui vous balade du gris au rose dans le style un peu montagne russe. Alors c'est un journal à vif, à cœur ouvert, c'est entre autres ce qui en fait son grand intérêt, et ce journal nous emporte avec vous et nous attache à Pascal, même si c'est vous qui allez en être les parents, mais pas nous, mais on vous accompagne de tout cœur. Alors, Pascal a 8 ans, tu me corriges, pas aujourd'hui, mais à l'époque où non, à l'époque, oui. À l'époque, il a 8 ans. Alors, beaucoup de choses se sont jouées pour lui avant qu'il vous rencontre. Il a d'ailleurs un frère jumeau qui, lui, a déjà été adopté et ça crée une sorte de rivalité entre les deux frères. D'ailleurs, son frère, je crois qu'il s'appelle Nathan, a été étonnamment par un couple d'hommes aussi. Oui.
Alors, vous vous posez des millions de questions, on les lit, de ce qui peut se passer, de ce qui arrivera, de ce qui risque de, voilà, de vous empêcher finalement de mener votre projet à bien. Vous vous impliquez corps et âme, et puis une fois les entretiens, les rencontres passées, vécues, etc., comme une sorte de petit tribunal parfois. La première étape, enfin, qui mène ensuite, au bout d'un certain temps, ça ne va jamais assez vite, vers le placement de Pascal, enfin, chez vous, au quotidien, et non pas un week-end de temps en temps. Ça se concrétise, et cette première étape va, même si vous vous sentez sous surveillance, va vous mener à la seconde. Vous ne lâchez rien, vous n'êtes sûr de rien jusqu'à la fin. Et la dernière étape arrive, et comme vous, nous fondons en larmes, car Pascal, enfin, porte vos deux noms et sera votre fils. Il l'était déjà dans votre cœur, mais là, la loi lui donne 2 pères. Alors, rien n'est un chemin de rose, entre autres à l'école, mais ce récit vraiment déborde de foi en la victoire que votre amour va apporter à Pascal. Alors d'autres, voilà, ça c'est ce qui nous touche beaucoup tout du long. Un autre passage m'a mis les larmes aux yeux, c'est que, eh bien, dans cette sorte de pension où il vivait, enfin, sous une pension du département, eh bien, il y a un petit garçon qui s'appelle Erwan, qui doit avoir 5-6 ans, qui voit bien que Pascal, il va avoir 2 papas, et qu'à chaque fois que vous venez, c'est merveilleux, et lui, et c'est ça qui nous bouleverse absolument, lui vous supplie de l'emmener avec vous. Et hélas, ça n'est pas possible. Ça vous donne l'idée d'essayer de peut-être avoir une famille avec 2 enfants. Bon, oui. Voilà. En tout cas, ce livre est tout à fait authentique, touchant, bouleversant. Et je crois qu'en ces périodes où la manif pour tous recommence, cette fois-ci pour empêcher les femmes d'avoir des enfants, eh bien, ce livre montre que, en tout cas, votre démarche, c'est tout sauf un caprice qui vous a pris un matin comme ça, en tant que gay. Bobo, évidemment, vous aviez à peu près tout. Vous aviez le chien, le chat, etc. Et qu'est-ce qui manque à la panoplie en tant que personne qui ne pensons à rien, mais qui suivons l'air du temps? C'est tout ce qu'on a entendu pendant des années. Eh bien, ce livre est le témoignage que, peut-être beaucoup plus que les hétéros qui couchent une nuit comme ça et se trouvent parfois sans le vouloir avec des gosses, eh bien, que vraiment ce parcours mérite tout leur respect. Merci beaucoup. Merci Éric Garnier. Alors justement, Vincent, tu es scénariste, et ce livre déroule sans doute le plus beau de ta vie, en fait. Le plus beau rôle, oui, c'est ça. Le rôle de ta vie, parce que tu es scénariste, et c'est le plus beau scénario de ta vie, en fait, non? Oui, très certainement. Et puis c'est un scénario que j'avais pas du tout écrit à l'avance. Ouais. Mon métier est de prévoir la fin avant de démarrer le départ, bien plus souvent. Là, j'avais pas du tout, on ne savait pas, Marc et moi, du tout comment ça allait se terminer. Je remercie beaucoup Éric pour la lecture et l'interprétation du livre. Il a effectivement compris l'essence, en fait, du témoignage et du message que je voulais mettre à l'intérieur de ce livre. Tout d'abord, c'est un gigantesque cri d'amour à la vie, et cri d'amour d'un couple pour un enfant. C'est un puissant désir de paternité qui est en moi, chevillé au corps depuis que je suis adolescent, très certainement. Moi, j'ai 50 ans maintenant, donc quand j'étais ado, c'était absolument inimaginable que 2 hommes aient un enfant. Donc c'est un deuil que j'ai dû faire dans un premier temps, et puis je ne suis jamais arrivé, et donc j'y ai toujours cru. Après, la loi est arrivée en 2013. Je me suis dit, super, en fait, maintenant ça va être possible. Eh bien, en fait, la loi était là, mais les mentalités étaient encore bien ancrées, comme quoi 2 hommes ne pouvaient pas élever un enfant. Oui. Et alors, en fait, on y a toujours cru, et
voilà, et heureusement. Le livre débute le 7 septembre 2013, bientôt Oui. 8 ans. Pourquoi cette date? Parce qu'en fait, on s'est marié en septembre 2013. La loi est passée, été promulguée en avril ou mai 2013, je ne sais plus très bien, mais on s'est marié en septembre, et puis on a déposé notre dossier d'agrément 2 jours après. Parce que en fait, alors nous, ça fait maintenant 24 ans qu'on est ensemble. On s'est marié parce qu'on s'aimait, mais on s'est aussi marié pour pouvoir avoir la possibilité de faire cette demande d'agrément, puisqu'avec la loi pour le mariage, il y avait la possibilité de personnes du même sexe d'adopter un enfant. Et donc nous, notre démarche a été de présenter ce qu'on appelle un projet, et de présenter un projet d'adoption pour un pupille de l'État, c'est-à-dire un enfant qui se trouvait dans un foyer de l'ASE en France. Alors, ce désir d'être père, comment est-il venu et comment vous êtes-il devenu en couple? Moi, j'ai toujours eu en moi, en fait. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été puissant en moi. Donc, je ne sais pas ce qui a déclenché ce désir de paternité. Après, vis-à-vis de Marc, il avait enfoui, en fait, ce désir de paternité. Et c'est vrai que, comme le soulignait tout à l'heure Eric, c'est vrai que moi, mon désir était puissant, mais j'ai juste eu à réveiller celui de Marc, en fait, finalement. Et puis, une fois que l'impossible est devenu possible, son désir a été tout aussi puissant que le mien. Et d'ailleurs, il fallait être 2 pour pouvoir traverser tout ce qu'on a traversé. Alors, on parle de Pascal. On aimerait que tu nous le présentes, en fait. Alors, aujourd'hui, il a 12 ans et demi, bientôt 13. C'est un pré-ado, un ado qui est plein de vie, qui est très bien dans sa peau. J'étais encore avec un de ses professeurs principaux là tout à l'heure à l'école. Il va très bien, il est en 6e et tout se passe très bien. Il a beaucoup de caractère, c'est un sacré petit bonhomme, donc il a lui aussi traversé toute cette épreuve avec beaucoup d'amour et d'humilité en fait. Ouais. Et aujourd'hui, il va très bien. Il va très très bien. Et quelles ont été un peu les étapes qui vous ont paru un peu le plus difficile dans votre parcours? La première étape était quand on a eu l'agrément et qu'on continuait encore à manifester dans les rues pour dire qu'on n'aurait pas le droit ou qu'on allait nous retirer ce droit, puisqu'il y a certains candidats à l'élection présidentielle en 2015 qui ont dit que s'ils étaient élus, ils supprimeraient en fait ce droit à l'adoption des couples homosexuels. Dont Valérie Pécresse, qui voulait supprimer les mariages qui avaient déjà eu lieu. Et puis Fillon avait clairement dit que s'il était élu président de la République, il garderait le mariage, mais il enlèverait le droit à l'adoption. Donc effectivement, ça a été la première épreuve, c'est-à-dire qu'on avait un droit et puis au bout d'un moment qu'on n'allait plus l'avoir. Et puis ensuite, il a fallu combattre les mentalités des conseils de famille, puisqu'en fait la loi ne fait pas tout. Ceux qui décident sur le terrain, c'est un conseil de famille, donc plusieurs personnes qui se réunissent au nom du département, et puis qui vont décider de ce qu'on appelle un apparentement, c'est-à-dire qu'ils vont décider si tel couple ou tel autre va recevoir tel ou tel enfant. Alors, à propos de famille, pardon, il y a Marc. Alors, Marc a ressenti un certain nombre de choses, et du vague à l'âme, parfois. Dis-nous un peu tout à propos de Marc. Marc, en fait, comme je vous l'ai dit, au départ, il avait profondément enfoui en fait ce désir de paternité puisqu'il ne pensait pas possible. Et puis après, quand c'est devenu possible, ça s'est réveillé bien sûr chez lui, puisqu'on voulait fondamentalement tous les deux être papa ensemble d'un enfant et construire une famille. Après, ces vagues à l'âme étaient plus ou moins en écho avec les miens, c'est-à-dire qu'on est souvent pris au doute. Pris par la peur aussi, et puis on nous avait dit clairement qu'il allait avoir un rejet, c'est-à-dire que l'enfant était arrivé à la maison, mais parce que c'était un échappatoire pour lui par rapport au foyer, mais que très vite il allait nous rejeter et qu'il n'allait pas supporter d'avoir 2 papas et de ne pas avoir de présence féminine à la maison. Donc ça, on avait cette épée Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Alors on a très vite compris que des référents féminins, il en avait. On n'est pas sur une île déserte qu'avec des hommes. On a des mamans, des sœurs, des tantes, des voisines. Donc voilà. Et puis petit à petit, on a surtout compris que ce que certains psys avaient appelé comme un processus de rejet, en fait, c'était surtout l'enfant qui testait le lien. Il avait été abandonné. Il voulait être sûr de ne pas être à nouveau abandonné. Donc en fait, il nous a testé, mais testé toujours avec
Alors parfois avec violence, mais pas violence, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans la violence physique, parfois les mots faisaient un peu mal, mais ces tests-là, on sentait tout de suite derrière, parce qu'on avait tout de suite senti la grande humanité de Pascal, on avait tout de suite senti que c'était pas, qu'il y avait aucune méchanceté derrière, qu'il y avait aucune animosité, que c'était lui, sa peur à lui, qui s'exprimait comme ça. Et en fait, petit à petit, on a apprivoisé nos 3 peurs, finalement. Et puis ce qui nous a permis de faire ce ciment-là, c'est l'amour indéfectible qui nous a unis immédiatement. Nous, on a eu beaucoup de chance dans notre aventure, c'est que à l'instant où on a rencontré Pascal, on s'est tous les 3 profondément aimés. C'était notre enfant dans la première seconde. Donc ça a été une chance folle, puisque ça nous a permis de traverser ces petits orages, quoi. Mais la barque ou le bateau n'a jamais coulé. Donc, voilà. Avant de laisser la parole à Eric, vos 2 familles vous ont-elles vraiment toujours soutenu? Dites-nous. Tout le temps, immédiatement, sans aucun état d'âme, jamais. Et c'est aussi assez indispensable pour que, entre guillemets, la greffe prenne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'enfant se sente justement comme un greffon, il faut qu'il se sente immédiatement intégré. Alors, dans ma famille, en fait, mon grand-père était de l'assistance publique, donc il y avait toujours cette idée qu'un enfant qui arrivait dans une famille était immédiatement intégré. Et donc, du côté de la famille de Marc, il n'y a eu aucun problème. On a tout de suite été intégré. Eric. Et soutenu dans notre idée et dans notre projet. Ouais. Eric, pour finir. Alors, je voudrais dire qu'il y a eu, depuis cette adoption, il y a eu peut-être d'ailleurs, petit à petit, il y a des couples qui adoptent et donc ça se sait. Le Conseil de famille de Paris vient de donner en adoption un petit bébé à 2 hommes. Est-ce que tu l'as entendu, ça? Oui, j'avais surtout entendu qu'au mois de novembre, ça avait été très compliqué, donc je suis ravi que enfin les choses bougent. Comme vous l'avez dit, la loi a 8 ans quand même, donc c'était temps que ça bouge, vraiment. Alors je voudrais rappeler le titre de ton livre et en parler d'un autre. Ça s'appelle L'île aux 2 pans. Alors j'imagine que les pans, c'est vous qui faites la roue de bonheur depuis que vous avez votre fils. Donc c'est toi, Vincent Robert, au Lys Bleu, édition. Et je voudrais citer un autre livre qui s'appelle Fils d'eux, qui aurait dû s'appeler Fils et filles d'eux, et qui rassemble, c'est un livre de Teina Tervonen pour les textes et de Zabou Carrière pour les photos. Et elles ont réuni 30 personnes de 18 à 87 ans, c'est presque comme Tintin, et ces 30 personnes sont des fils ou des filles d'homosexuels. Et ils et elles témoignent de leur vécu, et c'est tout aussi passionnant. Et c'est chez Trans Photographic Press. Merci Vincent. Alors tu sauras que ton livre, il est disponible au mot à la bouche à Paris. Super. On peut se lâcher à tout moment. Merci pour ton intervention. Ciao. Merci à vous. Merci. Au revoir Vincent. Au revoir. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nathan et Amy, on passe à la musique. Oui, et pour cette musique justement, j'ai décidé de prendre un morceau qui est en exclusivité sur Homo Micro. Le morceau s'appelle du coup The Story of a Sunset Through the Reflection of a Puddle, et du coup c'est du groupe C41. On va vous le mettre maintenant.
Homo Micro, l'invité du jour. De retour avec Annabelle Guiraud et son invité Art Pourriel. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Eh bien écoute, il y a un an, c'était une chronique sur Versailles 99. D'ailleurs, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure à la fin de la chronique. Mais aujourd'hui, à Homo Micro, donc, on te reçoit pour ton premier projet solo, Lendemain vers Synthé. Et à ce jour, tu as déjà publié 3 morceaux. Enfin, 3 morceaux ont été dévoilés et sont disponibles. Et voilà, ton projet solo s'appelle Lendemain vers Synthé. Le groupe Quatuor s'appelle Versailles 99. Instinctivement, à l'oreille, on devine une certaine résonance absinthée entre ton nouveau projet et ton groupe. Tu peux nous raconter comment est né ton projet solo ? Alors, j'ai écrit Lendemain vers Synthé en décembre 2020, suite aux différents confinements et couvre-feu. Et à un moment où ça devenait insupportable pour moi d'entendre nos dirigeants qualifier l'art de non essentiel. C'est un projet, comme tu dis, que j'ai mis en place aussi parce que je pouvais plus monter sur scène avec mon groupe Queer Punk Versailles 99. Et un projet solo où tout est enregistré chez moi, en do it yourself et de manière confinée, et qui mêle de la poésie et des couleurs. Alors déjà pour ne pas broyer du noir, parce que la musique est indispensable pour notre bien-être, en particulier en temps de crise, et puis pour permettre de continuer de créer du lien entre les individus durant la pandémie. D'accord. Alors justement, avant de poursuivre l'interview, on va écouter le dernier morceau de Lendemain vers Synthé, Amélie, et on te laisse justement le présenter. Dis-nous. Alors le morceau s'appelle Soleil interne. C'est un morceau à la palette jaune et orangée qui rend hommage à une poétesse américaine appartenant au mouvement de la Beat Generation qui s'appelle Marie Norbert Kort. Et j'adore son parcours de vie. À 20 ans, elle entre au couvent. Elle assiste un jour à une conférence d'Allen Ginsberg. Ça la bouleverse complètement. Et elle décide de devenir poétesse, activiste, écolo, et de s'installer plus tard dans une forêt de séquoia en Californie. Enfin bref, j'aime beaucoup ces textes contemplatifs et lumineux. Alors on écoute. Étincelle, rythme sur ces murs sales, jaune et orange, jaune et orange dansant, soleil fumant, souffles et pieds brûlants, soleil fumant, souffles et pieds brûlants. Cette pièce qui se trouve en moi aspire à la lumière. Une coulée de fleurs que je tire de toi, une projection de prisme et des bougies qui transpercent les murs érigés de mes mains maintenues. Dans la peur qu'à présent tu portes à la terre et chez vive à ma porte. Marie Norbert Kort, Sister Stone pour les profanes, cuisinait la nuit des gâteaux à la Marie-Jeanne, qu'elle distribuait aux nonnes du couvent pour qu'elles puissent enfin faire danser les mots au feu de la Saint-Jean. Lumière pulsée qui fait fleurir les incendies, écorce qui suinte et hurle de plaisir, flux ancestral, des giboulées d'agrumes, couleurs lumineuses, couleurs libertaires. Après l'écoute de Soleil interne, nous poursuivons notre discussion avec Amélie Boutet pour son projet solo Lendemain vers Synthé avec Annabelle.
Alors oui, tu as déjà enregistré 3 premières créations solo, Créature magnétique, Soleil interne que nous venons d'entendre et Mauve des vents. Alors à l'instar de l'expression 2 salles, 2 ambiances, j'ai envie de dire 3 chansons, 3 atmosphères. Alors pour créer des morceaux avec un univers sonore et sensoriel aussi éclectique, ma question, tu te plaçais dans une bulle créative particulière, une source d'inspiration particulière, oui. Raconte-nous, comment ça se passait? C'est une période qui a dû être propice à l'introspection, je pense, chez pas mal de gens. J'en fais partie. Personnellement, j'avais l'impression d'être dépossédée de tout durant ces différents confinements. Donc j'ai vraiment eu ce besoin d'aller vers l'écriture, la musique, vers l'imaginaire pour retrouver l'apaisement. Alors c'est effectivement 3 atmosphères différentes, comme tu dis, 3 références littéraires, 3 et même 4 couleurs. Et puis idéalement 3 expériences sensorielles qui s'insèrent dans ce que j'appelle un projet synesthésique. En fait, c'est en relisant le poème Voyelle d'Arthur Rimbaud que m'est venue l'idée durant le confinement. Chaque chanson de Lendemain vers Sainté est associée à un poème, à une représentation chromatique et du coup à une ou plusieurs sensations différentes selon chaque personne. Donc par exemple, mon premier morceau Mauve des vents, c'est un clin d'œil à Arthur Rimbaud, plus particulièrement à son poème Ma Bohème. Et la chanson est associée à la couleur mauve. Ou par exemple, le morceau Créature magnétique est un clin d'œil à Philippe Soupeau et André Breton, notamment Les Champs magnétiques, voilà l'œuvre phare du surréalisme. Et la chanson est associée à la couleur rouge. Alors, précisons également à nos auditrices et à nos auditeurs que Lendemain vers Sainté, c'est aussi 2 clips. Hein. Dès le départ, tu as imaginé ton projet en chanson, ça oui, en musique, et en images, parce qu'il n'y a peut-être pas autant d'images pour Versin 99. Je me trompe? Non, il n'y en a même pas encore. Voilà. Il y a un projet de clip pour Versin 99 qui va sortir d'ici quelques semaines. Mais c'est le premier, effectivement. Je suis allée un peu plus vite, j'ai un peu grillé des étapes avec Lendemain vers Sainté. Durance. Ouais. Oui, mais Lendemain vers Sainté, c'est un projet qui jette des ponts entre toutes les formes d'art, en fait, qui va vraiment explorer les points de croisement entre la vision, l'audition. Donc, oui, j'avais cette envie de faire des clips, effectivement. Le premier, le clip de Créature magnétique, a une esthétique assez bricolée et organique. En fait, j'ai filmé une partie chez moi de manière entièrement confinée. Et il y a une autre personne qui intervient, l'artiste Alice Diaz, qui a aussi filmé chez elle de manière confinée. Un peu comme si on faisait un cadavre exquis surréaliste en vidéo. Toutes les 2. Et le deuxième, celui de Soleil interne, est déconfiné. Donc à l'inverse, il a été tourné en extérieur dans la forêt de Fontainebleau. D'accord. Voilà, tu voulais réagir. Oui, alors moi j'ai des questions parce que là on a placé le violet, le orange, le jaune, le rouge. Dis-moi, est-ce que tu vas composer les couleurs de l'arc-en-ciel? Bah oui, c'est totalement ça la finalité du projet. En fait, au fur et à mesure des chansons, par petites touches de couleurs successives, on voit effectivement apparaître un arc-en-ciel. Enfin, en tout cas, mon arc-en-ciel avec mes couleurs. Et cet arc-en-ciel étant associé à diverses choses qui me tiennent à cœur, comme les luttes LGBT+, la paix, l'espoir de lendemain meilleur. Et si on avait envie, en fait, d'écouter ou réécouter Lendemain vers Sainté, où peut-on retrouver tes titres et regarder tes clips? Dis-nous tout. Il y a actuellement 3 morceaux disponibles en accès libre sur les plateformes Bandcamp et SoundCloud. Et les 2 clips sont sur la page YouTube de Lendemain vers Sainté. Alors vers Sainté avec un I et non pas un Y, rien à voir avec les synthétiseurs, comme le croient beaucoup de gens. Beaucoup le pensent, effectivement. Oui, mais moi avec le premier, l'absinthe. pardon. Voilà, la Versante étant une absinthe du sud de la France. Une fée verte. Eh bien, merci à Amélie de t'être adonnée à cette interview. À présent que le décor Lendemain vers Sainté est posé, je vous emmène en balade. On va déambuler parmi les créations de Lendemain vers Sainté. Vous me suivez? Allez. Oui. Comme on l'a compris, Amélie Boutet fait partie de ces personnes pour qui créer et jouer sur scène est essentiel. C'est vital. Le confinement a supprimé la scène, mais pas son esprit créatif. Dans son premier morceau, Mauve des vents, on est dans un style à la Rimbaud, mélancolique, qui laisse pressentir une lassitude et un désir d'ailleurs. Le rythme musical est au ralenti, comme une métaphore du temps à l'ère Covid. Les instruments utilisés, accordéon et guitare, sont d'antan, mais sont toujours là, comme une preuve de résistance et donc d'espoir face au virus.
Dans Lendemain vers Saint-Thé, Amélie associe systématiquement une couleur à chacun de ses flashs d'inspiration. Dans Créature magnétique, la couleur rouge est de mise. Les notes et les mots sont émis au rythme de la pensée automatique, comme au temps des artistes où l'hallucination était inspiration, à l'instar de Philippe Soupeau et André Breton, à qui Émilie rend hommage en nous clamant quelques mots de leur œuvre qui se nomme également Chant magnétique. Enfin, le troisième titre, Soleil interne, que nous avons écouté, est la suite du voyage sonore et coloré durant la période de confinement. À l'écoute, on a une sensation de The Doors, Jim Morrison. Cette fois, on entre dans une ambiance aux tonalités jaunes et orangées. On devine l'ambiance beatnik, les pensées libertaires et libérées. Les paroles et l'instrumental dessinent une ambiance psychédélique. Coulée de fleurs, fumée de Marie-Jeanne, lumière pulsée. Soleil interne, une ode aux femmes de la Beat Generation, et en particulier à la poétesse Marie Norbert Kort, qui voue une ode contemplative à la lenteur. Lendemain vers Saint-Thé, c'est un projet audacieux, qui désire démontrer que la privation de liberté prohibe le mouvement, mais n'abolit pas la créativité. Créer est liberté. Créer est un rempart à la souffrance. Eh bien, c'est sur cette réflexion que notre visite au pays de Lendemain vers Saint-Thé prend fin. Retrouvez la nouvelle œuvre d'Amélie Boutet sur Bandcamp, SoundCloud, Instagram et découvrez également ses clips esthétiques sur YouTube. Lendemain vers Saint-Thé, un projet à découvrir et à suivre. Est-ce que Amélie, tu es toujours à l'antenne ? Toujours. Toujours. Moi, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à Versailles 99. Hein, comme je l'ai dit, voilà, il y a un an, on avait fait une chronique sur votre album. Est-ce que vous avez une actualité à nous communiquer ? Absolument. Dis-nous tout. Les questions de couleur aussi, puisqu'on va sortir d'ici quelques semaines le clip d'un nouveau morceau qui s'appelle Rebelle Arc-en-Ciel. Et ça va parler des luttes LGBT ? Exactement. Ok. Et où on peut retrouver un peu votre morceau et autres? Alors, il sera disponible sur YouTube. D'accord. Et la prochaine scène ? Et la prochaine scène aura lieu, on croise les doigts, en octobre, à l'International. D'accord. Et on achète où nos billets ? Alors, la billetterie a été prise d'assaut sur Internet, donc les billets seront sur place D'accord, pour les très bien. retardataires. Merci Amélie. Merci beaucoup. et à très vite parmi nous. Au revoir. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Je crois que on a un défaut, nous, universitaires, c'est de publier pour nous ou pour des gens comme nous. Or, si on fait des recherches, c'est aussi pour les inscrire dans le champ des discussions politiques, citoyennes. Et je n'ai pas de plus grande fierté en réalité que de savoir que ma mère peut lire le livre et puisse en discuter avec moi. Je crois que malheureusement, la perspective du livre n'est pas complètement réjouissante. Si la lecture peut être légère, l'horizon que dessine le livre est un horizon un peu plus terne. D'une part, parce qu'on voit que malgré l'avancée en termes d'égalité des droits en France, mais dans de nombreux pays également, on voit apparaître une sorte de retour de bâton des discriminations sexistes et LGBTQIA2+, phobe. J'essaie de m'adapter au vocabulaire qui n'est pas le mien et qui n'est pas vraiment celui de la France. J'espère l'avoir bien fait, Denis. Merci. Et puis, au-delà de ce retour de bâton, on voit la persistance d'inégalités, ce qui montre qu'on ne peut pas tout faire avec le droit, on ne peut pas non plus tout faire avec les représentations, on ne peut pas tout faire avec les préconisations et les bonnes intentions politiques. Déprivilégier le genre, pour moi, c'était aussi une manière de rappeler qu'il n'y avait pas une manière de déprivilégier, qu'il n'y avait pas non plus une absence de privilège d'un côté et un privilège total de l'autre, mais qu'il y avait un ensemble de petites actions pour détricoter les hiérarchies.
Homo Micro, l'invité du jour. Et on a Nicolas Vinstock qui nous appelle de la rue Saint-Ambroise et des mots à la bouche. Bonsoir Nicolas, comment ça va? Bonsoir Brahim, ça va et toi? Ouais, merci de nous appeler et d'être fidèle à notre émission. Alors, dis-nous tout. Les mots à la bouche vont se transformer et ça va être vous, justement les libraires, qui allez prendre en main cette librairie. Et tous autant qu'on est, nous, passionnés par la librairie, on va vous aider pour vous apporter un soutien. Alors, dis-nous tout. Eh bien, oui Brahim, on fait ça en accord avec le patron actuel, Walter Paluche, qui gère la librairie depuis 96. Ouais. Et ben, la seule solution qu'on a trouvée pour reprendre la librairie, parce que ça fait quelques années qu'on en parlait déjà un petit peu, ouais. Et ben, c'est de s'associer tous ensemble et donc de fonder une coopérative. Donc tous les salariés actuels de la librairie, on est 4. On devient, on s'associe, on met toutes nos économies de côté, on fait des prêts aux banques, et puis en ce moment on fait une levée de fonds, donc un appel à la générosité de nos clients, nos clientes et des amis de la librairie, qui va durer jusqu'à mi-juillet pour nous aider dans ce processus de reprise. Voilà, c'est très excitant, c'est beaucoup de choses à faire, mais c'est la meilleure solution qu'on a trouvée à la fois pour nous pour reprendre, et puis on essaye de penser un peu aussi à la suite et aux générations d'après. Ouais. Et un des avantages là de l'endroit qu'on a trouvé dans le 11e, au 37 rue Saint-Ambroise, c'est que c'est un loyer disons d'une structure qui travaille avec la mairie de Paris. Donc maintenant on est un peu protégé à long terme, on risque pas de se faire virer comme on s'est fait virer du Marais. Ouais. Et du coup on a réfléchi aussi à monter une structure qui nous permettrait aussi ensuite de transmettre la librairie aux futurs libraires qui voudront nous rejoindre. Ouais. Et c'est un beau projet. Là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez les épaules assez larges pour avancer dans ce projet-là? Et on peut dire que un projet comme celui-ci, on va vous soutenir et vous allez certainement... C'est ça, comment? Et comment? Eric Garnier demande comment, mais il va falloir donner de l'argent et il faut qu'on participe. Voilà. Ouais. Comment ça se passe? Alors oui, comment ça se passe? Donc cette campagne de levée de fonds, elle se passe essentiellement sur Internet. C'est sur une plateforme qui s'appelle Zest. Donc Zest. C'est zest.coop. Zest comme un zeste de citron? Oui, exactement. Zest. Bonsoir Eric. Salut. Oui. Oui, c'est ça. Donc Zest comme un zeste de citron, donc Z-E-S-T-E. Vous googlez Zest, les mots à la bouche, vous allez trouver très rapidement notre campagne en ligne. Et il vous suffit de vous inscrire et vous pouvez choisir ce que vous voulez nous donner. Donc il y a des contreparties. On est en train de faire un très beau sac avec une artiste qui on n'a pas encore dévoilé le design, mais on est en train de finaliser ça. Mais ce sera des clins d'œil aux grands classiques des cultures LGBT. Et voilà, vous choisissez ce que vous voulez nous donner. Si vous voulez qu'on vous envoie la contrepartie ou si vous pouvez passer la chercher. Et voilà, cette campagne se déroule jusqu'au 17 juillet. Et nous, ça nous donne un énorme coup de pouce pour démarrer la coopérative. Et on imagine que les mots à la bouche, avec ce projet-là, et tous les auditeurs et les lecteurs qui suivent votre librairie vont jouer le jeu et vont vous soutenir jusqu'au bout et vont sauver en quelque sorte, si on peut dire, votre librairie. On l'espère. Alors on s'est posé un peu la question de comment en parler et on préfère être transparent. C'est pas vraiment un sauvetage. Ouais. On n'a pas besoin d'être sauvé. On n'est pas dans le rouge. Ça fait il y a 2 jours, ça faisait pile 1 an qu'on avait ouvert là dans le 11e. Ça se passe plutôt bien. Et ça va, on est très content du quartier. On est très content de la façon dont ça se passe. On a rencontré un nouveau public, on voit passer beaucoup plus de jeunes qu'on voyait pas tellement dans le Marais. Et de filles, tu disais, quand on s'était vu, beaucoup de filles. Oui, c'est vrai, la clientèle s'est diversifiée beaucoup.
C'est vrai qu'il y avait probablement entre 2/3 et 3/4 plutôt d'hommes qui venaient dans le Marais. Ici, c'est beaucoup plus équilibré. En fait, le public a jamais été aussi varié et c'est très réjouissant de voir se mélanger tous les genres, toutes les sexualités et tous les âges. Donc, on devient un lieu plus inclusif et plus divers et ça nous plaît beaucoup. Donc, on n'est pas en danger, mais c'est sûr que ça nous aide beaucoup. On a plein de choses à faire, plein de choses à racheter. Il faut changer tout le parc informatique, il faut refaire le site internet, il faut racheter tout le stock. C'est un gros investissement. Voilà, nous on a des salaires de libraires, donc c'est pas des très bons salaires. Donc on n'a pas beaucoup d'économies. On y met toutes nos économies. On fait des gros emprunts aux banques. Voilà, si les gens peuvent nous donner un petit coup de pouce. Alors justement, pour vous donner ce coup de pouce, que faut-il faire? Donc aller sur Zest, c'est ça? Voilà, donc deux possibilités. Soit venir nous voir à la librairie, c'est aussi possible de nous aider à la librairie en espèces ou par chèque, c'est possible. Et sinon, probablement le plus simple, c'est d'aller sur cette plateforme de financement qui s'appelle Zest. Vous tapez Google Zest, les mots à la bouche, vous allez tomber sur la campagne. Il suffit de vous inscrire et vous donner ce que vous voulez. Et voilà, et on espère que vous serez le plus nombreux possible à nous soutenir. Nous, ça nous donne un gros coup de pouce. Et si on habite à l'autre bout de la France, qu'on vous soutient sur Zest, et qu'on a envie d'acheter des livres à distance, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. C'est possible. On a un site internet qui fonctionne depuis de nombreuses années. On est rodé avec ça. Donc c'est le site internet, c'est motbouche.com, donc motsbouch.com. Et là vous pouvez aussi, c'est une autre façon de nous aider, évidemment, de nous acheter des livres. On vous les envoie le plus vite possible. On est une petite équipe, on est 4, donc mais on essaie d'être le plus efficace possible. Et oui, merci de poser la question. D'ailleurs, pendant le Covid, je pense que vous avez fonctionné comme ça. Oui, ça nous a en partie sauvés, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup moins de gens qui pouvaient venir nous voir, et surtout de loin. Et par contre, oui, les commandes sur notre site internet ont explosé, donc on a reçu un soutien sous cette forme-là aussi, bien sûr, de gens qui se sont mis à commander leurs livres. Nicolas, en 2 secondes, les livres, cite-nous des livres qui sont autour de l'homoparentalité. Dans notre invité qu'on a reçu en début d'émission, quelques titres. Est-ce que tu as le livre de Vincent Robert, L'île aux 2 pans? Oui, c'est arrivé. Oui, tout à fait. On n'en avait plus là et on en a remis en commande. Et on en a de nouveaux en fin de semaine. Et alors, quelques autres titres. Je ne peux pas m'empêcher évidemment de citer le livre d'Éric Garnier, qui est présent ce soir. Oui, mais quand j'y vais, il n'y en a jamais un exemplaire. Oui. Le nombre de fois où j'y suis allé, je cherchais mon livre désespérément, et puis après, tu en avais vendu 500. Non, mais ça et se il n'en vend restait bien. plus. Ça se vend bien. Non, ça se vend pas. Non, ça se vend pas. Oui, mais c'est un très bon livre que j'ai lu et que je recommande, qui fait une très bonne histoire de tous les combats pour l'homoparentalité en France. Donc le livre d'Éric Garnier est encore disponible. Et le livre de Brahim? Le livre de Brahim est évidemment disponible à la librairie aussi. Et donc quelques autres titres très rapidement sur ce sujet-là. Il y a un petit Que sais-je de Caroline Mécari, qui est une avocate spécialisée des droits LGBT. Et on va l'inviter très bientôt chez nous. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la PMA et la GPA, très très bien résumé et très accessible. Il y a un petit roman qui s'appelle Faire corps, qui est sorti chez Flammarion de Charlotte Ponce. Qui raconte l'histoire d'une femme qui veut porter l'enfant d'un couple de garçons homosexuels. Et donc c'est une bonne histoire, c'est sorti il y a quelques mois. Ça n'a jamais été fait dans la littérature, ça. C'est la première fois, c'est le premier roman à ma connaissance qui raconte le point de vue d'une femme qui veut porter un enfant, pas pour elle-même, mais pour un couple gay. Donc ça, je vous laisse le découvrir. Faire corps, Charlotte Ponce. Il y a un grand classique de Martine Gross, qui a longtemps été la présidente de l'association des parents gays et lesbiens, qui s'appelle Idées reçues sur l'homoparentalité. Et qui voilà, que je recommande vivement. C'est toujours du très bon travail, Martine Gross. Voilà, et un tout petit et le dernier
qui s'appelle Les Argonautes de Maggie Nelson, qui est plutôt un roman, enfin mi-roman, mi-essai, et ça c'est sur une famille queer moderne. Elle était plutôt lesbienne, mais elle tombe amoureuse d'une fille qui transitionne et qui avait déjà un enfant, et ils se retrouvent à former une famille peu conventionnelle, et elle se pose tout un tas de questions sur ce que c'est que d'être dans une famille peu conventionnelle. Et Merci Nicolas. On est à l'écoute et on invite tous nos auditrices et auditeurs à rejoindre ton mouvement, un petit la zeste, coopérative. Voilà, un bon petit zeste. Effectivement. Merci, à très vite parmi nous et pour des chroniques une fois vraiment. Ok. Avec grand plaisir. Ouais. Merci Brahim, merci Eric. Merci Nicolas. On t'embrasse. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.